Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Olivier Binguin. Bonjour. Bonjour. Président de Défi, député fédéral. Évidemment, le sujet du jour, la démission d'Yvan Mayer et sa succession. Je voudrais d'abord connaître votre réaction et je vais vous proposer en fait 3 manières de réagir à cette information, à cette démission. Alors A, c'est tant mieux, Yvan le Terrible, Yvan le Matamor est parti, il était temps. Réponse B, c'est la démission est une décision courageuse d'un homme politique énergique. Réponse C, que va devenir le piétonnier? Alors, quelle est finalement votre réaction? Positive, négative? Démission inéluctable. Pourquoi? Parce qu'il y avait une question de principe. Il n'est pas acceptable qu'un mandataire, même siégeant peut-être dans une association qu'il considère comme privée, elle n'avait rien de privé dans l'approche juridique, je ne confirme pas l'approche juridique de certains, aille chercher une rémunération pour l'exercice d'une responsabilité qu'il devait assumer sans rémunération par principe. On ne se fait pas rémunérer dans l'exercice de ce type de mission. Ça fait longtemps, et à chaque fois que j'ai été interrogé, même il y a bien longtemps, que je dis, et c'est le point de vue que je défends au sein de la majorité régionale, et que nous allons consacrer par les textes de loi au sein de la région bruxelloise, que ce qu'on appelle les mandats dérivés, c'est-à-dire les mandats que l'on exerce du fait de sa fonction principale, le fait d'être bourgmestre, d'être échevin. Et on sait que quand on est président du CPS, oui, bien entendu, on s'occupe du SAMU social de la ville de Bruxelles, parce que le SAMU social, même si ça a été au départ une initiative qui a réuni un certain nombre de mandataires locaux, cette initiative n'existe que par la volonté politique à la ville de Bruxelles. Tout le reste, c'est du blabla pour tenter de noyer le poisson. Eh bien, quand on exerce ce type de mandat, on n'est pas rémunéré. C'est un principe absolu. Moi, je suis pour que le mandat principal que l'on exerce soit correctement rémunéré. Et il ne faut pas avoir peur de dire que dans certains cas, ce n'est pas correctement rémunéré. Mais on ne va pas chercher des avantages financiers complémentaires de quelque manière que ce soit, ni des frais de représentation, ni des cartes de crédit, ni des frais de déplacement, et je ne sais tout ce qu'on peut inventer, quand on exerce des mandats dérivés. Le jour où on va consacrer ça par la loi, comme je le demande, et comme le défi va le faire respecter dans la majorité régionale, on va clarifier beaucoup de situations qui sont aujourd'hui des arguties juridiques pour dire « Ah, mais c'est peut-être privé ». Non. Pour mieux comprendre. Le service social exerce une mission de service public, c'est une réalité, point. Tout le reste, c'est du verbiage. Pour mieux comprendre ces mandats dérivés, vous êtes bourgmestre de Beaulieu-Saint-Lambert. Voilà. Quels sont vos mandats dérivés, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a comme Je suis au collège de police, je suis au conseil de police, je préside des ASBL communales parce que je suis chargé, par exemple, de la culture et que pour un certain nombre d'activités culturelles, on passe obligatoirement, en vertu même de la loi, par des ASBL. Dans toutes ces fonctions, je n'ai évidemment aucune rémunération, aucun avantage financier de quelque nature que ce soit. Cette règle doit être absolue. Et je vais vous dire la conséquence de cela, c'est que ça va supprimer beaucoup de structures inutiles parce que, soyons clairs, certains politiques, pas tous, mais certains, créent des structures parallèles pour trouver des petits avantages complémentaires. Tout ça, il faut nettoyer. Alors, revenons à Yvan Mayer. Laurette Onkeling, ce matin, disait qu'il a commis une faute éthique. Il y a quand même une information judiciaire que le parquet a ouverte. Est-ce qu'il y a plus qu'une faute éthique, d'après vous? Aux autorités de justice, de voir s'il y a une qualification pénale des faits. Ça, ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma responsabilité. Mais il est évident qu'on peut s'interroger. Une rémunération a-t-elle été décidée? Si oui, par quelle instance au sein du SAMU social? Il semble qu'il n'y a pas de PV, qu'il n'y ait pas de PV pour prouver qu'il y aurait eu une décision à ce propos. Quels étaient les critères pour attribuer éventuellement une rémunération? Donc on voit bien que la défense qui a été, les arguments qui ont été donnés par Mme Peretta et M. Mayer dans un premier temps sont tellement peu convaincants qu'en effet le parquet ouvre une information judiciaire. Ça ne préjuge pas. Mais comme toujours dans ces affaires, il y a l'aspect pénal, responsabilité des autorités de justice, et il y a l'aspect politique. Et l'aspect politique, c'est qu'à un moment donné, il y a des responsables politiques qui doivent comprendre que dans l'exercice de la responsabilité, il y a des actes que l'on ne fait pas. Parce qu'il ne faut pas avoir des règles de droit pour ça, il faut avoir un peu de conscience de la manière dont on veut protéger l'honorabilité de sa fonction, la crédibilité de sa fonction. Et il y a trop de politiques qui ont perdu le sens des réalités à ce propos. Est-ce que vous lui faites le crédit, finalement, d'avoir quand même démissionné? Parce qu'il y en a qui ne démissionnent pas. Armand Becker, par exemple, il n'a toujours pas démissionné. Lui, il a démissionné. Bien entendu. Ça, alors, il l'a fait peut-être sous pression de ses partenaires, après réflexion.
Je crois qu'un politique s'honore quand il démissionne, même si c'est sous la contrainte. Et d'autres devraient peut-être en tirer. Et en effet, il y aura sans doute à un moment donné un débat sur la situation politique d'Armand de Decker comme bourgmestre à Uccle. Laissons encore un peu travailler la commission d'enquête parlementaire au Parlement fédéral, mais je crois que plus les éléments sont établis que M. de Decker, là aussi, a eu un comportement qui ne respectait pas l'honorabilité de sa fonction. Point. C'est ça la vérité sur le plan de la responsabilité politique. Sur le plan pénal, je ne juge pas. Mais sur le plan politique, il y a des actes qu'on n'accomplit pas quand on a les plus hautes responsabilités de l'État. Quand on assume les plus hautes responsabilités. Ça veut dire que Défi pourrait demander, puisque membre de la majorité, pourrait dire nous, on ne reste pas dans la majorité s'il ne démissionne pas? Si, en effet, à terme des travaux de la commission d'enquête, il y a des responsabilités qui sont déterminées, et notamment dans le chef de M. de Decker, nous demanderons au sein de la majorité communale à Uccle qu'on en tire les conséquences. On ne va pas faire 2 poids 2 mesures selon les situations locales. Alors en matière de gouvernance, on peut se dire aussi sur cette affaire de SEMU-social que le contrôle n'a pas été excellent de la part et du fédéral, de la ville et du gouvernement régional. À qui la faute? Aux 3 contrôleurs? À tous les niveaux de pouvoir, ouais. Et je dois dire que j'entends certains, et on ne va pas passer son temps à pointer les responsabilités des uns et des autres, j'entends qu'il y a des gouvernements qui aujourd'hui découvrent qu'ils ont à assumer un contrôle. L'actuel gouvernement régional avait, avant même que les faits qui ont été révélés ne soient connus, entamé une procédure de contrôle renforcé à l'égard du SAMU social, comme d'autres structures qui sont largement subsidiées en région bruxelloise. Et je crois qu'en effet, là aussi, il faut renforcer les règles. Bien entendu, chaque niveau de pouvoir doit contrôler l'affectation des fonds, des subventions qu'il octroie pour les missions qu'il confie à la SBL ou à une autre structure. Et donc, j'entends que le gouvernement bruxellois a pris, comme dans d'autres sujets, a fait preuve de volonté pour mettre de l'ordre dans la manière de contrôler ces ASBL. Mais il faudra sans doute être encore plus exigeant. Mais est-ce que, si on revient un peu en arrière, vous avez passé 16 ans au conseil communal de la ville de Bruxelles, oui, aussi comme échevin. Je connais bien la ville. Vous la connaissez, vous connaissez bien Yvan Mayer. On a l'impression que certains avaient l'air de dire on ne pouvait pas s'attaquer à Yvan Mayer. Donc on n'osait pas contrôler, on n'osait pas poser des questions ou interpeller. Est-ce qu'il y avait une espèce d'omerta là-dessus? Moi, j'ai été échevin de 1994 à 2000. Je dois dire qu'il y avait une gestion très exigeante. On avait mis fin à l'époque Brouon de Marais, et je pourrais en raconter sur cette période. Et je dois dire que la majorité de l'époque a fait preuve de remise en ordre du fonctionnement de la ville qui avait déjà été fort terni par... C'est le bourgmestre d'Audener à l'époque, oui. C'était avec François-Xavier Denener, dont je dirais toujours que c'était un bourgmestre exigeant sur le plan du respect de la loi. Et juriste avec la même exigence, j'étais tout à fait sur la même ligne d'action que lui. Mais à l'époque, le SAMU social n'a d'ailleurs pas été créé tout de suite au début de cette mandature-là. Il n'y avait aucun indice. Et je dois dire qu'Yvan Mayer était un président de CPS actif. Je lui laisserai toujours le droit de faire valoir son bilan comme président du CPS, qui était un homme qui avait des idées, des projets. Alors, le problème d'Yvan, c'est qu'il a toujours eu un caractère ou un tempérament très péremptoire qui n'acceptait pas facilement la contradiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a accumulé... Il n'est pas le seul, Olivier Minguin, dans le monde politique. Bien entendu qu'il n'est pas le seul, peut-être dans le monde politique, mais le monde politique doit évoluer et accepter le débat large, ouvert, pluraliste. Et la vie démocratique exige un tout autre comportement que l'argument d'autorité ou le dirigisme des politiques. Voilà, c'est une évolution que l'on doit tous admettre. Alors, à propos d'évolution, à la Chambre, vous parlez beaucoup de gouvernance, et on parle maintenant de pétitions, de référendums, de cumul, de conflits d'intérêts, etc. Mais on a l'impression que ça n'avance pas très vite à la Chambre. Qui bloque? On a d'abord la NVA. Les téléspectateurs doivent savoir que la NVA est un parti archaïque sur le plan de la modernité de la gouvernance publique. C'est vraiment un parti qui refuse les évolutions, il refuse qu'on en débatte, par exemple, du conflit d'intérêts entre mandat public et activité privée. C'est le cas du président de la Chambre, par exemple. On a encore vu récemment que le président de la Chambre n'avait aucun scrupule à voter sur un texte de loi où il aurait peut-être dû s'abstenir parce que, vu ses mandats passés au sein de Telenet, il y avait peut-être un conflit d'intérêts. Tout ça n'émeut plus la NVA. Donc la NVA, c'est la vieille politique. Le MR lui emboîte souvent le pas. Et je dois constater que dès qu'on veut avancer sur
l'exigence de transparence, de prévention des conflits d'intérêts, de décumul des mandats, de meilleur contrôle de la réalité des cumuls de revenus dans le chef des mandataires et parlementaires, tout cela, ça visiblement ne suscite pas du côté de la majorité gouvernementale un très grand volontarisme. Mais l'opposition est assez déterminée à faire avancer ces dossiers et on fait preuve de beaucoup de créativité, de propositions. La majorité devra un jour prendre attitude. Alors, autre débat à la Chambre, c'est débat philosophique. Alors, il y en a un, par exemple, vous êtes toujours en pointe, c'est inscrire la laïcité dans la Constitution. Vous avez l'air bien seul là-dessus. Oui. Mais les faits me donnent raison. C'est un vrai débat de principe. Alors je voudrais être très concret, et je le répète toujours. Pourquoi est-ce que je veux le principe de la laïcité de l'État dans la Constitution? Pour qu'on puisse le décliner sur le plan de mesures concrètes. Je prends un exemple, et j'ai fait des propositions dans ce sens. Moi, je veux que l'on mette fin au financement des cultes par des puissances étrangères qui ne respectent pas nos valeurs démocratiques ou qui vont jusqu'à financer des réseaux terroristes. Je prends un exemple concret pour être compris de tous. Je n'accepte plus que l'Arabie saoudite, mais il n'y a pas que l'Arabie saoudite, finance le culte musulman ou une partie du culte musulman, notamment à travers la grande mosquée de Bruxelles, parce que je considère que l'Arabie saoudite soutient un courant réactionnaire au sein de l'islam, voire a soutenu ou soutient parfois encore des réseaux qui sont des réseaux salafistes ou des réseaux même terroristes. Eh bien, il faut avoir la volonté politique de dire stop ce type de financement. Mais il faut avoir les armes juridiques. Si vous inscrivez la laïcité de l'État dans la Constitution, vous pouvez en décliner toutes les applications. Et il y en a d'autres, évidemment. Il y a le débat du port, des signes ostentatoires, des signes convictionnels, comme on dit, signes religieux ou philosophiques, dans l'exercice de ces fonctions publiques. Ben, tout cela, il faut qu'on puisse légiférer, cesser l'hypocrisie, ou qu'on trop de politique pour dire laissons les responsables des administrations, des services communaux décider au cas par cas. Non. Une règle claire. Le jour où on va rétablir l'autorité de l'État dans ce pays, on aura sauvé la démocratie. Dernière question, Olivier Minguin. On revient encore à Yvan Mayer, parce qu'à 14h30, on en saura plus. Mais apparemment, tout a l'air d'aller vers une nomination de Philippe Close comme futur bourgmestre. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Est-ce que ce sera un bon bourgmestre? Je ne connais pas bien l'homme. Beaucoup me disent qu'il est assez chaleureux, qu'il est assez expansif, qu'il est travailleur, qu'il connaît bien ses dossiers généralement. Donc on peut espérer. Yvan Mayer avait des qualités par ailleurs. J'ai dit que son style était sans doute trop cassant, trop péremptoire. Mais je voudrais surtout dire qu'à la ville de Bruxelles, et je l'aime beaucoup cette ville parce que j'y suis né, j'ai y vécu longtemps, je trouve que la majorité actuelle a dédaigné les attentes des citoyens. C'est une majorité qui a conçu son projet sur des coups d'esbrouffe. Le piétonnier a été mal pensé. L'idée n'était pas mauvaise en soi, mais elle a été mal pensée, mal réalisée, parce que pas assez concertée. Le stade national, porté par M. Courtois pour ses relations très privilégiées avec le monde du football, est un autre grand échec de cette majorité. À chaque fois, c'est l'effet d'annonce et pas la gestion en profondeur qui caractérise cette majorité. Merci Olivier Minguin. Je recevrai dans les experts demain Hamza Fassi-Ferry du CDH et Michael Verboët du PTB. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.